Et aujourd'hui, nous célébrons également la mer, comme tous les 30 septembre. Là aussi, une journée mondiale lui est consacrée, portée par l'Organisation maritime internationale, portée également par la Fondation Tara Océan, dont nous recevons aujourd'hui le directeur des affaires internationales, André Abreu. Merci d'être avec nous. Alors un mot tout d'abord pour que nos téléspectateurs comprennent. La Fondation Tara, quelle est-elle ? Alors, la Fondation Tara, elle a été fondée il y a plus de 15 ans pour défendre l'océan et pour soutenir la recherche scientifique sur la mer, sur l'océan. Et elle mène aussi des actions éducatives et de sensibilisation parce que la mer est en danger. L'océan, la biodiversité marine est vraiment menacée par les effets du changement climatique et par la pollution. Donc c'est urgent de comprendre avec la science, mais aussi de transmettre cette science à la population qui souvent a besoin d'éléments pour comprendre ce qui se passe avec la moitié de la planète, en fait. Quand on parle de la mer, on parle des océans également. C'est deux terrains d'études différents ou finalement c'est la même chose? C'est la même chose. L'océan, petit à petit, s'impose comme un mot, océan au singulier, sans S, pour dire que l'océan, il est un seul. Mais bien sûr, il y a la mer Méditerranée, il y a la mer d'Azov. Donc aujourd'hui, la mer c'est la journée reste l'océan. En quoi la biodiversité de la mer est-elle essentielle pour la vie sur Terre et peut-être même vitale pour la vie sur Terre? Au-delà de ce qu'on voit de la mer, c'est-à-dire les poissons, les bateaux, les trafics maritimes, il y a bien des services, comme on dit, qui l'océan nous rend. Par exemple, la production d'oxygène, la séquestration de carbone, 25% du CO2, par exemple, est capté par les organismes marins. Et aussi la circulation océanique, elle permet à la planète d'avoir un climat tempéré, modéré. La connectivité génétique de la mer, elle est immense. La résilience de cet écosystème maritime, il est le plus grand de la planète. Et c'est peut-être ce qui va résister au changement climatique le plus fortement. Il existe un traité de la mer qui a été adopté en 1982 par la Convention des Nations Unies. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, est-ce qu'il n'est pas important que ce texte soit adapté aux circonstances actuelles? J'ai lu qu'il y avait eu des discussions encore à New York ces derniers jours et ça n'a pas abouti à un nouveau texte. Alors, ça a presque abouti. J'ai passé 2 semaines moi-même aux Nations Unies pour tenter d'aider à ces négociations. Il s'agit d'un protocole nouveau pour la biodiversité marine qui n'était pas prévu au moment de la Convention du droit de la mer de Montego Bay de 1973, qui date déjà. Donc en 1973, on n'avait pas idée des enjeux qui menacent la biodiversité marine aujourd'hui. Et donc, du coup, on est en train de rédiger un instrument pour gérer cette biodiversité marine en haute mer qui représente plus de la moitié de la planète. 70% de la mer, en fait, se situe au large, comme on dit, des zones économiques exclusives des pays. Oui, donc la haute mer, c'est la mer où les pays n'ont pas de pouvoir, en fait. Ça n'appartient à personne. Et c'est une terre de personne. Ça appartient à tout le monde et ça appartient à personne. Et c'est là le paradoxe, ça appartient à personne, donc il n'y a pas de règles, il n'y a pas de gestion. Donc on peut tout faire. Il faut absolument des règles pour protéger cette haute mer qui représente la moitié de la planète. Et qu'en est-il des ambitions qui avaient été émises lors de la coalition de haute ambition, justement, qui avait été lancée février au One Planet Summit pour la biodiversité, justement? Est-ce que les pays sont revenus sur leur ambition première? Alors, il y a eu... Parce qu'ils avaient dit qu'ils allaient protéger 50% justement des océans. Alors, bien sûr qu'il y a eu certains pays, dont la France, je tiens à préciser, qui ont fait des efforts supplémentaires considérables pour arriver à un accord. Malheureusement, il y a encore un groupe de pays qui résistent à lâcher du lest parce qu'il s'agit de faire des accords. Donc, on ne peut pas tout avoir de ce qu'on veut. Et malheureusement, certains pays de la haute coalition, de la High Ambition Coalition, de la coalition pour la haute ambition pour la haute mer, n'ont pas été au rendez-vous au mois d'août à New York. J'en profite également de votre présence sur notre plateau, vite vous poser la question sur l'impact des fuites de méthane en mer Baltique, là, sur la biodiversité marine. Est-ce que ça a un impact, selon vous, ces fuites de gaz en mer Baltique sur la biodiversité marine? On dit que ça n'a pas forcément d'impact sur la faune et la flore. Certainement, la géochimie, comme on dit en sciences de la mer, de l'océan, est très importante. Et donc, toute altération du pH, de la relation entre les liquides et les gazeux, toute altération de la biogéochimie des océans est l'impact de la biodiversité. Et donc, j'imagine qu'il y a certainement des impacts considérables. Merci beaucoup, André Abreu, d'avoir été avec nous dans ce journal. Et c'est ainsi que se referme cette édition.